Bien, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien là? Alors, ça a une première. Vous allez assister à, normalement, une fécondation d'oursins. On va faire des bébés d'oursins directement sur le plateau. Alors, comme c'est une première, on va peut-être être confronté à beaucoup d'aléas, surtout qu'on a un soleil juste en face et qu'il fait très très chaud. Donc, l'idée sur la présentation, donc vous avez Sonia qui vous a été présentée comme doctorante et moi-même comme professeur à l'université. L'idée, c'est de vous montrer ce que l'on peut faire avec des oursins et de vous emmener petit à petit à réfléchir sur l'intérêt de travailler avec des oursins. Et la question que j'ai envie de vous poser, on va vous faire participer parce qu'on nous a dit que c'était une conférence démo, donc on a besoin de vous. Quand on voit un oursin, on a un petit oursin ici. Est-ce qu'on peut montrer sur l'écran? Alors, on voit les piquants. J'ai comme consigne de ne pas trop bouger. C'est pour ça que je suis un petit peu fixe. Si vous voulez bien, voilà, on voit bien les piquants et on voit les pieds qui bougent. D'accord? Donc c'est un animal tout à fait exotique, l'oursin, que l'on va trouver sur les bords de mer. Vous les connaissez. Vos pieds les connaissent peut-être un petit peu aussi. En général, on évite de poser le pied dessus. Et on le connaît un peu moins, en revanche, pour ce qui est de la recherche. À votre avis, pourquoi utilise-t-on les oursins? Est-ce que vous avez une idée? Aucune idée? En fait, ce qui va nous intéresser dans les oursins, ce sont leurs œufs. On va travailler surtout sur les cellules germinales qui vont être utilisées pour être fécondées et suivre les divisions cellulaires. En fait, c'est un modèle, et je vous emmènerai petit à petit vers cette réflexion, c'est un modèle qui a été utilisé, qui continue à être utilisé pour la recherche sur le cycle cellulaire, c'est-à-dire le contrôle des divisions cellulaires, et qui est très important en cancérogénèse, en particulier sur la compréhension des mécanismes qui contrôlent la division des cellules. Donc, on n'est pas des spécialistes de l'oursin, nous sommes des spécialistes de la cellule d'oursin et surtout de l'ovule. Donc, si un jeune, il y avait un petit garçon qui était super connaisseur, est-ce que tu serais d'accord de venir voir ici? Non, tu n'es pas d'accord. Tu as le droit. Un adulte? Non. Alors moi, je corresponds à la fois aux deux profils, hein, jeune garçon et adulte. Je peux venir si nécessaire. En fait, là, on a un petit oursin qui est né dans nos aquariums. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. On peut le manipuler, hein, c'est-à-dire que je peux le sortir délicatement. Voilà. Et donc, on a un joli petit oursin qui a 1 an à peu près. Donc, ce n'est pas ce type d'oursin que l'on va utiliser pour nos manipulations. Alors, normalement, avec un jeune, l'idée, c'est de le faire manipuler, voir qu'on peut le prendre dans la main, ce n'est pas dangereux. On a d'autres espèces d'oursins. Celui-ci, on va le laisser tranquille parce qu'il fait chaud, il est stressé. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. On a d'autres oursins ici. On ne voit ici que le squelette de l'oursin. Hein, c'est ce qu'on appelle le test de l'oursin. Et il faut imaginer que sur ce squelette, il va y avoir des piquants. Et on n'a pas amené d'oursin de cette taille-là ce matin parce qu'il fait très très chaud. Et on a peur qu'ils meurent très rapidement. On en aura cet après-midi peut-être, et on en aura demain. On essaye d'assurer un peu nos arrières. Cet oursin-là, vous voyez que la cavité à l'intérieur est très importante. Et donc, ce matin, on est arrivé assez tôt. On a produit la libération des gamètes qui sont à l'intérieur. En fait, les sexes sont séparés, les mâles et les femelles sont séparés. Et on peut très bien, en injectant dedans une molécule qui va faire contracter les muscles, libérer les cellules qui vont sortir par le dos. Il y a un ventre et un dos. Et par le dos et par des petits pores qu'on appelle les pores gonadaux ici, il va y avoir la sortie des œufs. Les œufs, on les a récupérés. Ils sont ici. D'accord? Et on va vous montrer les œufs. Vous voyez, ça c'est le tiers de ce que nous a donné la femelle de ce matin.
vous voyez quelque chose d'orange, vous voyez quelque chose qui ressemble un peu à un jus d'orange. Hein. Si je le remue, je ne vais pas le faire parce que j'en ai besoin après, ça va prendre toute la coloration orange. Mais à l'intérieur, vous avez des millions d'œufs qui ne sont pas encore fécondés. Donc on va faire la fécondation, on va essayer de la faire ici en direct. Donc là, je vais laisser la parole à Sonia et je vais, pendant ce temps-là, préparer un petit peu pendant qu'elle vous explique ce que l'on va faire derrière. Ok, donc est-ce que vous m'entendez bien aussi? Moi je vais vous montrer un peu en fait qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces œufs. Donc la première chose qu'on va vouloir observer, c'est le début de la vie, la fécondation. Donc l'idée ici, c'est qu'on va du coup ajouter le sperme qu'on a récupéré de la même manière en fait que pour récupérer les œufs, et on va l'ajouter directement sur les œufs, et après vous allez pouvoir nous dire en fait si vous voyez quelque chose qui change ou pas au niveau morphologique. Et si jamais quelqu'un veut venir pour m'assister pour faire la fécondation, il n'y a aucun problème, c'est très simple, il suffit de pipeter un petit peu d'eau de mer. Y a-t-il un aspirant laborantin? Voilà, donc ça peut être un enfant, ça peut être un adulte. Donc là, voilà. Ce que vous pouvez voyez... aussi venir à deux, parents-enfants, ça marche si jamais vous voulez. Ah, une courageuse. Voilà. 2 courageuses. Alors. Je vous laisse venir du coup. 2 pour le prix d'une. Voilà, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire maintenant. Donc en fait ici dans ces petites boîtes en plastique, on a des œufs qui ont été déjà dilués. En fait, nous on les dilue parce que quand on va les utiliser, on ne peut pas non plus avoir tous ces œufs à la fois. Donc quand on va faire une expérience, on les dilue dans ces petites boîtes. Et ce que je vais vous laisser faire, c'est de rajouter en fait une goutte du sperme qu'on a ici dans la boîte, et ensuite on va observer sous microscope qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on peut observer au niveau visuel sur les œufs. Voilà, donc on est d'accord, ce que vous voyez ici, ce sont des ovules. Hein, quand on dit des œufs, s'il y a des biologistes ici, ils ne vont pas être d'accord parce qu'un œuf normalement est déjà fécondé. Donc ce sont des ovules. Les Anglais parlent d'œufs non fécondés. Donc on a gardé cette façon de dire. Donc ce que vous voyez, ce sont des œufs encore non fécondés. Alors ils ne sont pas très ronds, ce qui ne me plaît pas beaucoup. En fait, ils souffrent beaucoup. Hein, ils ont très chaud. Donc à vous de jouer. Donc voilà, je vous laisse prendre juste le sperme ici. Et l'ajouter, en fait, ajouter une goutte dans les œufs qui sont là. Voilà, donc après, ce que vous pouvez faire, c'est juste remuer un petit peu la boîte. Je peux récupérer ça. Hein. Hop. Voilà, donc juste remuer un petit peu, et ça va permettre au sperme d'entrer en contact avec les œufs qui sont présents dans l'eau. Donc moi, de mon côté, je vais enlever les œufs qui sont en démonstration. Et je viens de voir que la boîte ne passe pas sous le microscope. Donc on va juste les mettre sur la lame. Je m'adapte à la problématique. On n'a pas eu le temps de répéter. On fait vraiment de la science... sans filet. Sans fil et en direct. Donc on va mettre une petite goutte. Ça, c'est avec le sperme? Non, c'était celle-là. Donc on va mettre ici une petite goutte. En espérant que j'ai mis quelques oursins. Voilà, donc là on va pouvoir commencer à les observer. Ils sont juste là. Mais garde au petit grossissement. Merci beaucoup de votre participation. Et donc ici on a les œufs qui sont... Voilà, donc en fait ce qu'on peut voir autour, c'est qu'on va avoir des petits mouvements en fait juste sur le bord de l'œuf, et ce petit mouvement ça correspond à tous les spermatozoïdes. Donc en fait les spermatozoïdes ils vont être attirés par un signal chimique vers l'œuf, et donc normalement on devrait avoir quelque chose qui va se passer au niveau du contour de l'œuf quand on va avoir la fécondation. Donc pour l'instant on ne peut pas encore l'observer. Donc peut-être qu'on peut regarder si d'autres sont déjà un peu plus avancés. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de lumière. Je peux baisser ici. Hein. Hop. Ça c'est trop. Alors pour vous donner une idée, là vous avez la taille de l'ovule et les tout petits points, est-ce que vous arrivez à voir sur l'écran? Les tout petits points là qui sont en train de nager tout autour, voilà, on les voit ici, ce sont les spermatozoïdes.
Donc c'est extrêmement petit à côté. Et on commence à voir sur celui-ci, en fait ce qu'on attend, on attend de voir une couronne qui va se mettre en place tout autour. Cette couronne s'appelle l'enveloppe de fécondation. Alors, on est face à du vivant. Oui, on la voit ici, je crois. Si tu mets les lunettes sur celui-ci, non, on la voit pas bien. En fait, là, les œufs sont tellement stressés qu'ils ne veulent pas être fécondés. Ils ne sont pas coopératifs. En revanche, j'en avais d'autres tout à l'heure avec la petite fille. Je peux bouger, aller chercher du matériel ? Bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est ce qui peut arriver de temps en temps. Hein. Nous, la première chose qu'on fait dans notre journée, c'est vraiment de faire un test, ce qu'on appelle un test de fécondation. Donc en fait, le matin, on fait pondre nos oursins et on veut vérifier si ça se féconde correctement. Parce que justement, quand on est face à ce genre de situation, nous, on ne pourra pas derrière travailler sur tous les mécanismes qui vont être mis en place. Enfin, nous, notre idée, c'est de travailler sur le cycle cellulaire, sur différentes choses qui sont activées par la fécondation. Donc c'est vraiment l'étape la plus importante ici. Ce que je suis en train de faire, alors on va voir. Là, je vais sur des œufs qui ont été fécondés. Donc c'est la même chose, hein, c'est la même femelle, mais je suis en train d'adapter, hein, parce que... Et là, voilà, ces œufs-là ont été fécondés. Julie a marqué son nom. Il y a une petite fille qui est venue nous aider tout à l'heure à l'atelier. Ça a été fécondé à 10h40. Et donc ici, vous voyez très nettement cette enveloppe de fécondation que l'on attend sur l'expérience précédente. Cette enveloppe, normalement, apparaît dans les 5 minutes. Donc on a vu que ça avait l'air d'être un peu long. On est sur du vivant. Hein, et le vivant, il va répondre à beaucoup de paramètres. Un des paramètres fondamentaux, c'est la température. Et là, on est confronté à un problème de réchauffement très très fort. Donc vous imaginez ce que ça fait dans la mer. Quand la mer augmente en température, vous allez perturber beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'on va perturber, il faudrait le prouver, il faudrait faire les démonstrations, hein, parce que c'est beaucoup de travail en termes de démonstration. Mais on voit bien que si les conditions physico-chimiques changent autour de l'œuf, on peut avoir des problèmes. Alors une fois que ça a fécondé, au niveau du temps, je ne sais pas trop où on en est. Vous avez une vingtaine de minutes. J'ai encore une vingtaine. Oh, bon, on a largement le temps pour après des questions. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Y a-t-il des questions? Oui, il y en a une. Bougez pas, je vous apporte le micro. Attendez, il y en a deux. Je vais vous répondre tout de suite après. Alors, la question là était, l'oursin est-il hermaphrodite? Alors, est-ce que l'oursin est hermaphrodite? Hermaphrodite, ça veut dire que l'animal va porter les deux sexes en même temps. Le nom scientifique chez l'oursin, on va dire qu'il est gonocorique. Donc c'est le contraire. Il n'est pas hermaphrodite. Les mâles et les femelles sont totalement séparés. En revanche, il n'y a pas de dimorphisme sexuel. C'est-à-dire que l'oursin qui est ici, je ne peux pas vous dire si c'est un mâle ou une femelle. Pour pouvoir voir si c'est un mâle ou une femelle, je vais être obligé de lui faire émettre un petit peu de gamètes. S'il émet un petit peu de sperme, c'est un mâle. S'il émet un petit peu d'ovule, c'est une femelle. Donc, c'est une très bonne question parce que quand on a commencé à travailler à la station biologique de Roscoff avec ces oursins, il y a 25 ans, tout comme mon équipe, on avait les oursins qui arrivaient et on faisait pondre les animaux par groupe de 5 ou 10 de manière à être sûr d'avoir des mâles et des femelles. Et puis, les consciences sur la ressource ont été importantes. Il a fallu qu'on trouve des moyens de différencier les sexes. Et donc maintenant, on les sexe, c'est-à-dire que pour venir ici, et vous voyez, imaginez, je suis venu, on est arrivé hier avec Sonia de Roscoff, donc 600 km avec nos oursins. On est venu avec des mâles et des femelles qu'on avait bien discriminés. Et en fait, pour provoquer cette discrimination, on leur met un petit choc électrique avec une pile. Et ce petit choc électrique va faire une contraction qui va libérer les gamètes. Et donc, on les sexe. Il y avait une autre question à ma droite. Du coup, c'était une question. Vous avez parlé sur la température qui pouvait bloquer justement la fécondation. Et dans l'état naturel,
Je suppose qu'il n'y a pas que la température qui fait que les oursins se reproduisent ou non. Est-ce que vous pouvez parler d'autres paramètres que la température? Il y a l'acidification aussi, éventuellement dans la mer. En revanche, l'acidification, on n'a pas travaillé directement dessus. Mais sur les travaux que j'ai pu lire, il y a des gens comme Sophie Martin au laboratoire qui travaillent dessus. L'acidification ne change pas les efficacités de fécondation. L'acidification, en revanche, va avoir un effet plus tardif sur le squelette. Ici, on a un squelette qui est du type calcaire, on peut dire. Donc, ça va poser certainement des problèmes. Et comme vous me posez la question, ça me permet aussi de passer à l'autre étape. Là, on a vu la fécondation. J'espère que dans 1 heure, ces œufs vont se diviser. Donc on aura, si vous venez à l'atelier, on pourra vous montrer les œufs, les premières segmentations. C'est magique de voir les deux blastomères, on appelle ça, qui se mettent en place. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont des larves qui sont un petit peu plus vieilles, que l'on a fécondées. On peut les mettre sous la loupe, je pense. Alors j'espère qu'on va les voir. Ici, on va voir si on arrive à... On est obligé de changer la caméra. En fait, la grande difficulté ici, c'est qu'on a beaucoup de matériel. Et si vous avez l'autre microscope, c'est un microscope qui fonctionne avec les oculaires au-dessous. Et donc, on n'a pas de problème pour poser les boîtes. Vous voyez, on est confronté à des problèmes techniques auxquels on avait... Vous assistez à la première. Il faudra qu'on réfléchisse à ça. Est-ce que tu arrives à les voir? Ouais. Donc les larves, si on arrive à les voir, c'est très... Alors la difficulté là, c'est que ces larves-là, il faut que tu mettes le... Ah bon, on voit pas du tout. Ok. C'est trop petit? Moi je les vois très bien. Ouais, je pense qu'on peut les mettre sur une lame peut-être. Et... Ouais, on va les mettre sur une lame. Alors, on va faire du Mike Gaver en biologie. Vas-y. Donc ce sont des larves que l'on a produites il y a 2 jours. Je te laisse le régler. Donc la larve, en fait l'œuf, je vais vous réexpliquer un petit peu le développement, je vais vous le mimer. Les premières segmentations, on va avoir 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, etc. Et ensuite, la larve va donner quelque chose de rond, qu'on appelle une blastula, qui va nager. Et petit à petit, elle va se transformer pour donner une sorte de tour Eiffel. Et cette tour Eiffel, pour avoir cette forme de tour Eiffel, elle va produire des petits spicules, qui sont des spicules de calcaire. Donc là, le paramètre d'acidification peut jouer un rôle très important. Si l'acidification, le pH de l'eau de mer change, les spicules risquent de ne pas être corrects et la larve va se trouver du coup affectée. Si elle est affectée, cette larve, alors ça c'est quelque chose que l'on sait rarement, en fait l'oursin ne se développe pas directement. Il va y avoir une métamorphose. À l'intérieur de cette petite larve, il va y avoir un petit oursin qui va se mettre en place et il va sortir de la larve et il va tomber sur le sol pour pouvoir être un animal qui vit au fond de l'eau. Donc on passe du milieu qu'on dit pélagique au milieu benthique. Ouais, on arrive à les voir là, ici, ouais. Voilà là. Oh, regardez si c'est beau. Ça, c'est une larve qui... Alors en fait, elle n'est pas très en forme. C'est pour ça qu'elle ne bouge pas, parce qu'on n'arriverait pas à la suivre. Bah, elle bouge un peu. Mais ce que vous voyez ici, ce sont les petits spicules dont je vous parlais. Ce ne sont pas du tout les piquants. Hein. Surtout, il ne faut pas imaginer que ça va donner les piquants. En fait, à l'intérieur de cette petite larve-là, il va y avoir une métamorphose et un petit oursin va se créer. Alors vous allez me dire, un petit oursin, qu'est-ce que c'est? Alors, on doit en avoir un petit oursin. Il est où notre petit oursin? On en a un ici. Alors là... Donc là, il est tellement petit, je vais être obligée de me rapprocher quand même pour pouvoir vous montrer où il est. À moins que la caméra on peut puisse vous l'amener le ici, dire. ouais. Donc là, ouais, il est vraiment genre ici. Je sais pas si vous arrivez à le... Regardez. Okay. Ça, vous n'aurez jamais vu. Hein.
on le voit pas. Il est là. C'est un bébé oursin qui a 3 ou 4 mois. Il fait quelle taille approximativement à cet Voilà, âge-là il fait de l'ordre On a fait 1 millimètre, un millimètre. Hein. Un peu Regarde, plus grand, après, tu peut-être pourras 2 le donner mm. derrière toi, d'accord? Tu vois, il est vraiment ici. Très très petit. Donc, on voit bien la fragilité aussi de ces organismes-là. Quand on voit un oursin, un test, on a l'impression que ce sont des animaux robustes, etc. Mais ils passent par des stades de vie extrêmement fragiles. Un petit oursin comme ça, on s'aperçoit que là maintenant, il va plus être vraiment la cible de prédateurs parce qu'il a ses petits piquants. Mais si les paramètres physico-chimiques changent, il y a ça. Dans les autres paramètres qui sont importants, c'est la température du jour aussi, mais là actuellement il n'y a pas de difficulté. L'ensoleillement, tous ces aspects-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Une petite question là-bas, attendez, je vais m'approcher. Ça met combien de temps à grandir entre... Parce que là, c'est 3 ou 4 mois avant d'arriver à une taille... Celui-ci, ce petit oursin-là, avait cette taille, la petite taille l'année dernière, donc il a 1 an. On en a un autre dans le bassin là-bas qui doit avoir à peu près 3 ou 4 ans. Ces oursins ici, quand ils ont cette taille-là, ils ont facilement 10 ans. La question qui vient derrière, combien vit un oursin, hein? Et en fait, c'est pas si facile que ça de le savoir. Ce que je sais, c'est que quand je suis arrivé à la station biologique de Roscoff, il y avait un ancien aquarium public dans lequel il y avait des oursins, il y avait des beaux oursins de cette espèce-là, et il y avait un oursin qui était là depuis plus de 50 ans. Donc, un oursin, certaines espèces sont capables de vivre 50, voire jusqu'à 100 ans. Ce sont des animaux très calmes, hein, ils vivent grégaires, c'est-à-dire en groupe. Ils vont brouter, en fait, ils ont un appareil, on pourra vous le montrer tout à l'heure, mais ils ont un appareil qui a un joli nom qui s'appelle la lanterne d'Aristote, parce que Aristote, 320 années avant Jésus-Christ, avait déjà décrit l'oursin. Et cette lanterne d'Aristote est une merveille en termes de structure. Et là, on revient aussi sur votre question d'acidification. C'est quelque chose de calcaire, donc aussi, si c'est pas bien formé, ça peut poser des problèmes. Ils vont brouter. Et quand la bonne saison arrive, il va y avoir un des animaux qui va libérer les gonades. Et les autres à côté vont sentir que c'est la bonne période. Ils vont tous libérer soit des ovules, soit du sperme. Voilà. Donc le cycle de vie, alors votre question est très importante pour nous en tant que biologistes, parce que pour avoir un oursin mature dans nos laboratoires, il faudrait pratiquement attendre 1 an, voire 2 ans. Ce n'est pas un modèle biologique très puissant pour faire de la génétique. Il y a des oursins en revanche qui sont du Japon, qui sont capables d'avoir un cycle de vie complet en moins de 6 mois. Le problème, c'est que si vous amenez ces oursins dans vos aquariums en France, il faut que vous soyez très prudent parce que s'ils se libèrent et que vous ensemencez la baie de Morlaix avec un oursin japonais, la station sera reconnue sur des aspects qui sont peut-être pas nécessaires. Voilà. Donc, vous voyez, on est confronté. Et c'est très très compliqué en fait la gestion de tous ces organismes. Donc, on y fait très attention. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ouais. Parce qu'après, je vais vous poser des questions. C'est sur, en fait, à l'état naturel, comment ils évoluent ces oursins? Parce que du coup, vous les élevez en sorte de captivité. Au final, quelles sont les conditions qui font qu'ils grandissent, etc. Est-ce que, par exemple, c'est de l'eau minéralisée, l'eau de mer? Comment vous gérez cette évolution? Nous, alors, déjà, au niveau de nos expérimentations, donc je parle vraiment expérience au niveau biologie cellulaire, on utilise des animaux que l'on récolte dans la mer. Là, on est en train de mettre en point, les animaux que je vous ai présentés, celui-ci, c'est un animal qui a fait un cycle complet. On est en train de voir si on peut garder ces animaux pour faire des expériences au niveau cellulaire. C'est la même chose, on veut des animaux qui répondent, des cellules qui répondent très très bien pour pouvoir être dans des bonnes conditions expérimentales. Donc le mieux, c'est de les prendre au niveau du milieu naturel.
D'où la ressource, faire très attention à la ressource. Mais en fait, on n'utilise pas beaucoup d'oursins. Au sein du laboratoire, si on utilise 100 oursins dans l'année comme ça, c'est un grand maximum. Donc on n'est pas des prédateurs, je tiens à le dire. On fait très attention à la ressource. Patrick, on ne travaille qu'avec de l'eau de mer naturelle. C'est-à-dire que même ici en arrivant, on m'a proposé de l'eau de mer artificielle. Je n'ai pas voulu changer mon eau de mer parce que le fait de changer l'eau de mer pouvait stresser l'animal et les faire émettre les gamètes. Et là, nous, on était dans une situation très difficile. Patrick, je suis désolé, on manque de temps puisqu'on est pressé par la prochaine conférence qui va pas tarder d'arriver. On dispose encore de 3 petites minutes. Alors, je sais que c'est peu, mais de toute façon, on aura la possibilité de vous revoir et surtout, vous aurez la possibilité d'aller voir Patrick et de poursuivre la discussion avec lui. J'avais un quiz à vous proposer, mais ça va être très très difficile. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être vous proposer en fait, de venir ensuite nous retrouver à l'atelier. Donc en fait, on avait un petit quiz justement sur l'utilisation des modèles marins en recherche. Enfin, quel peut être justement l'intérêt d'avoir travailler sur ces modèles, qu'est-ce que ça a apporté à la science et à la société aujourd'hui. Est-ce qu'en 3 petites minutes, vous auriez la possibilité de nous l'expliquer? Je vous présente une méduse. Je vous présente des palourdes. Je vous présente un lièvre de mer. Je vous présente des oursins. Est-ce que vous avez une idée du lien qui relie ces 4 organismes? Alors moi j'ai une petite idée mais je triche, puisque j'en ai déjà discuté avec eux. Alors je vais faire court. En fait, ces 4 organismes ont permis d'obtenir 4 prix Nobel au 3e millénaire. Les palourdes ont permis d'obtenir le prix Nobel en 2004 sur la dégradation des protéines. La méduse a permis un prix Nobel de chimie en 2008 pour ce qu'on appelle les protéines fluorescentes. L'oursin a permis un prix Nobel en 2001 pour l'identification d'un acteur du cycle cellulaire qu'on appelle la cycline. Et celui-ci, je l'aime beaucoup, la plisie, ce petit lièvre de mer, a permis prix Nobel donc, de médecine et physiologie sur les mécanismes moléculaires de la mémoire. Donc toutes les pathologies qui touchent Alzheimer ou tout ce qui est lié justement aux pertes cognitives, ce petit animal qui s'appelle le lièvre de mer a permis de faire ces découvertes majeures. Voilà. Donc c'était pour conclure. Nous, on vous a présenté l'oursin, on vous a présenté les divisions, le cycle de vie. On est vraiment des biologistes cellulaires qui nous intéressons aux mécanismes qui président à la vie des cellules. Et donc l'illustration de 4 prix Nobel depuis 2000 qui ont utilisé ces modèles-là, c'est quand même une belle référence. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on Merci beaucoup Patrick, vous êtes parfaitement dans les temps. Merci infiniment. Merci pour votre gentillesse et votre attention.